Bonjour à tous. Nous avons l'honneur ce matin de recevoir Arnaud Marion, qui est un partenaire historique de Vaughan, avocat. Arnaud est un spécialiste incontesté de la gestion de crise, de la gestion des crises. Il est intervenu au chevet de nombreuses entreprises en difficulté et nous avons, Bruno Courtine et moi-même, eu la chance de l'accompagner modestement, à notre niveau, et de constater les méthodes et les valeurs qu'Arnaud met au service de ces opérations de redressement, de ces opérations de retournement pour parvenir à atteindre les objectifs de restructuration. On peut notamment citer quelques opérations telles que Doux Père Dodu il y a quelques années, Solocal également, ou plus récemment Smooth & Go, l'opérateur du Vélib en 2018-2019. Fort de ces expériences, Arnaud, vous avez créé début 2020, avant la crise, la grande crise, si j'ose dire, l'IHEGC, l'Institut des hautes études en gestion de crise, qui s'adresse aux dirigeants principalement, aux membres des CODIR, des COMEX, pour les aider à identifier les signaux de la crise, quels sont ces éléments constitutifs, quels sont ces facteurs aggravants ou à l'inverse, des éléments qui peuvent parfois la masquer, mais pas pour autant la faire disparaître. Aussi et surtout, l'objectif de cet institut, c'est de donner à ses dirigeants toutes les pistes pour affronter la crise, pour l'admettre, pour s'en sortir, quels alliés identifier, etc., etc. Arnaud, ces réflexions, ces pistes, ces solutions font aussi partie intégrante de votre dernier livre paru aux éditions Erol, Partout où je passe, les mêmes erreurs, qui est un ouvrage éminemment pédagogique et passionnant vraiment, qui est nourri par vos multiples expériences terrain, et c'est vraiment captivant de découvrir tous ces parcours de vie d'entreprise, qui réunissaient beaucoup d'atouts pour certaines, pour réussir, et qui ont néanmoins connu la crise. Tout type de crise d'ailleurs. Ce qui m'amène d'ailleurs à une première question, Arnaud, en tant que spécialiste de la crise, des crises, alors que notre économie connaît peut-être d'ailleurs dans son ensemble la plus grande crise de ces 50 dernières années. Première question toute simple, à quoi reconnaît-on une crise? Bonjour Aude, bonjour Bruno, et merci de me recevoir chez Vaughan ce matin. La bonne question, c'est que souvent, en fait, on ne veut pas la voir, la crise. On est dans le déni de cette crise et on a du mal à accepter que l'on est en crise. Et c'est ça qui est vraiment à combattre. En fait, c'est que c'est très dur pour un dirigeant d'admettre qu'il est en train de faire face à une crise, à un événement qui est soudain, inattendu, qui le surprend. Et très souvent, le réflexe est de considérer que c'est conjoncturel. Alors, la conjoncture des 10 dernières années, ça a été successivement la crise russe, ça a été les attentats de 2015, ça a été les gilets jaunes, ça a été les grèves de 2019, c'est maintenant le Covid. Mais dans la pratique, le conjoncturel n'est qu'un élément accélérateur d'une faiblesse structurelle, en fait. Et donc, mon ennemi à moi, c'est le déni. Et le déni, vous savez, il ne faut pas critiquer le chef d'entreprise qui est dans le déni. Le déni est un réflexe, c'est un réflexe de sauvegarde, c'est un réflexe de défense. Quand on est dans le déni de la crise, on n'est pas en crise, donc on n'est pas responsable et on n'est pas coupable. On a encore dans nos sociétés françaises ce côté balsacien de la faillite où à un moment on est frappé d'opprobre et de honte et on a du mal à avouer, même dans les clubs d'entrepreneurs, qu'on a des difficultés. Arnaud, ça fait maintenant effectivement quelques années qu'on se connaît. On a eu le plaisir, si je puis dire, de travailler ensemble, côte à côte, sur effectivement des entreprises qui ont connu des grandes difficultés et sur lesquelles on est quand même parvenu à réussir un retournement, ce qui n'est pas évident, puisque par hypothèse, une entreprise qui est malade, l'idée par exemple de rapprocher deux entreprises malades pour faire une entreprise saine est une vue de l'esprit. Enfin, on connaît un peu tous ces errements que malheureusement beaucoup d'entreprises connaissent. Le sentiment que nous avons, c'est que quand même cette crise du Covid, qui est une crise qu'on peut pas nier en tant que telle,
est-ce que finalement, elle n'a pas permis à certaines de ces entreprises qui connaissaient déjà effectivement des difficultés, de les masquer dans une certaine mesure, de gagner du temps, de se retrouver un peu sous cloche, sous la cloche des PGE et de l'activité partielle et du chômage partiel. Vous indiquez dans votre livre que, de manière d'ailleurs assez surprenante, que finalement sur 2020, on va se retrouver avec 50% d'entreprises qui vont déposer le bilan, 50% en moins par rapport à ce que l'on a pu connaître l'année précédente. On peut imaginer que ceci est la résultante effectivement de ce plan massif de soutien qui a été mis en œuvre et mis en place par le gouvernement. Objectivement, on ne peut que s'en féliciter, soyons clairs, mais en même temps, pour reprendre l'expression de notre président, en même temps, elle cache des réalités d'entreprises qui connaissaient déjà des difficultés importantes avant le Covid. Et donc, la question que je voulais vous poser, c'est finalement cet argent public. Est-ce qu'on doit considérer qu'en partie, c'est un argent gâché et qu'il aurait pu être utilisé à meilleur escient? Donc, si on devait réfléchir à ça, être utilisé à meilleur escient, de quoi parle-t-on en vérité? C'est extrêmement difficile de prendre des mesures globales et d'être juste sur les 3,5 millions d'entreprises françaises. Je rappelle que la France, c'est 300 grandes entreprises, 5 800 ETI, 140 000 PME et à peu près 3,5 millions de TPE. Il ne faut pas oublier cette répartition. Je crois que, sans faire de politique, le gouvernement a su injecter des liquidités immédiatement dans l'économie des entreprises, de telle sorte qu'il n'y ait pas une chaîne de défauts qui s'organise. La pire des choses, c'était la rupture de confiance entre les agents économiques, c'est-à-dire je veux être payé de mon client, mais je ne paye pas mon fournisseur. Et là, je pense que c'est un 20 sur 20 qu'il faut donner. Il y a eu, les banques ont su se mobiliser. BPI France a eu un rôle absolument extraordinaire et s'est mobilisé en l'espace de quelques jours pour se mettre en ordre de marche avec jusqu'au patron de BPI France, jusqu'à son directeur marketing, Patrice Béguet. Tout le monde s'est mobilisé pour étudier des dossiers d'entreprise et agir vite et pour donner de la liquidité. Donc, de ce point de vue-là, ça a été réussi. Ensuite, on a cumulé, on est certainement le seul pays du monde où on a pu cumuler du PGE, des mesures de chômage partiel, des mesures de report de charges sociales et fiscales, et en plus des mesures d'exception en termes de cessation des paiements. Il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire qu'il était autorisé de ne pas déclarer sa cessation des paiements jusqu'au 23 août, et à partir du 23 août, il y avait un délai de 45 jours qui a débuté. Moi, j'avais pensé que finalement, entre le 23 août et le 7 octobre, finalement, on aurait une vague de faillite assez importante, une première vague, pas la principale, la grosse vague, elle viendra en 2021. Et en fait, il n'en a rien été, et on va terminer l'année avec à peu près 2 fois moins de faillites qu'une année normative où tout va bien. C'est-à-dire globalement 50 000 faillites quand l'économie va très bien. On est entre 45 000 et 50 000 faillites. C'est bien évidemment pas une bonne chose parce que ça signifie qu'on est en train de pousser des problèmes devant avec de la perfusion, une respiration artificielle et, somme toute, d'ailleurs, une nationalisation des pertes qui a été faite à grande échelle et dont on sait que ce n'est pas la fin. Alors, il va y avoir 2 phénomènes. À un moment, ces aides vont s'arrêter et là, ça va être un mur pour beaucoup d'entreprises. Et puis, à un moment, et quoi qu'il en soit, et l'établissement des comptes 2020, des comptes sociaux des entreprises 2020, sera riche d'enseignements parce qu'il y a eu, on calcule, à peu près 50 milliards de pertes de résultats, de création de valeur sur l'économie française au niveau des entreprises. Ce qu'on retrouve à peu près dans les chiffres du PGE, 120 à 130 milliards de distribués, 70 à 80 milliards de thésaurisés, 50 milliards
comment dirais-je, 70 milliards de thésaurisés, 50 milliards qui ont été dépensés. C'est à peu près ce qu'on retrouve. Ça signifie que les fonds propres des entreprises vont diminuer et qu'à un moment, ces PGE, même étalés, ça va être de la dette. On aura choisi un instrument de dette pour compenser de la destruction de valeur. Or, la dette, elle se rembourse dans le futur. C'est un étalement d'une charge financière, mais qui est remboursée par de la création de valeur, générée généralement par l'investissement qu'on a pu faire. Là, il n'y a pas eu d'investissement. On sait très bien que c'est une quadrature du cercle. On sait très bien que l'étalement sera une première mesure, la transformation en quasi-fonds propres une deuxième. Et je pense très honnêtement qu'on va vers des régimes d'indemnisation. Les restaurants à qui on dit « vous n'avez pas le droit d'ouvrir », toutes ces fermetures administratives, à un moment, ne peuvent pas être compensées par un instrument de dette, elles doivent être compensées par un instrument d'indemnisation. Donc, est-ce qu'il y a eu des effets d'aubaine ? Il y en a eu à la marge. Quand vous avez droit à 25% de votre chiffre d'affaires en prêt et que vous faites du négoce avec une marge brute qui est de l'ordre de 10%, par rapport à l'entreprise industrielle qui a une marge brute de 40 ou 50%, ça signifie que vous avez un effet d'aubaine 4 fois ou 5 fois supérieur sur votre prêt par rapport à la réelle marge brute, donc la réelle valeur que vous dégagez. En revanche, on l'a vu, il y a eu beaucoup d'entreprises qui ont été dans les angles morts du PGE. On peut penser à des entreprises qui étaient rentables. D'ailleurs, vous parliez de Solocal, Aude. Solocal est typiquement l'exemple. Entreprise rentable qui faisait des résultats, qui est prise dans le Covid, qui ne peut plus envoyer ses commerciaux et ses propres clients de Solocal sont fermés. Ça crée un déficit de l'ordre de 100 millions. Et l'entreprise, comme elle sortait d'une restructuration de dette, n'a pas pu souscrire de PGE. Donc, il y a des laissés pour compte. On l'a vu, il y a ceux qui, comme dans le retail, avaient déjà des modèles ultra déficitaires, pas du tout adaptés, qui sont partis les premiers. Et je pense surtout, plus que des effets d'aubaine, qu'on pousse les problèmes devant. Merci Arnaud. Alors, c'est vrai, vous venez de le rappeler, les entreprises n'ont pas pu investir. Elles ont récupéré des fonds publics de manière massive pour certaines. Mais tout de même, si elles n'ont pas pu investir, il y a quelque chose dont elles ont pu bénéficier, c'est du temps. Et n'y a-t-il pas quand même un effet bénéfique à ce Covid qui aura donné à certaines entreprises le temps et l'occasion de faire un travail d'introspection quelque part pour évoluer, pour travailler sur certaines difficultés chroniques qu'elles pouvaient rencontrer et savoir effectivement comment au final éviter les crises à venir. Est-ce que vous voulez nous donner quelques exemples d'entreprises que vous avez accompagnées et qui ont réussi à saisir cette opportunité présentée par le Covid pour en saisir tout le côté bénéfique? Alors, on voit effectivement que le Covid a peut-être donné du temps grâce à ces mesures. Et moi, j'ai toujours été pour, et dans toutes les expressions publiques que j'ai eues, j'ai toujours défendu deux sujets. La première chose, c'est que plutôt que ça se passe au niveau national, j'aimerais que les régions soient davantage impliquées, notamment par rapport aux écosystèmes régionaux, aux filières régionales et autres. Et moi, comme vous le savez, je suis un homme de territoire. On a travaillé ensemble sur le dossier Doubs à Châteaulin, dans le Finistère. On a une idée très précise de ce que veut dire un territoire, surtout quand il est à 180 degrés, parce qu'on ne peut pas prendre un compas et regarder autour, parce que autour, c'est aussi la mer, et que pour trouver un job, l'employabilité, c'est un sujet. Et le deuxième sujet, c'est que je ne suis pas contre l'argent public en tant que libéral, quand cet argent public est utilisé à transformer structurellement. Et on voit bien que sauver le secteur automobile, ce n'est pas donner du PGE. Sauver le secteur automobile, c'est donner les moyens d'une transformation pour comment je vais arrêter de fabriquer des moteurs diesel pour aller vers de l'hydrogène, vers de l'électrique, vers de la mobilité douce, vers du véhicule autonome. Là où nos voisins allemands investissent en dizaines, voire cinquantaines de milliards, et que nous, on est toujours en dizaines de millions d'euros. Alors, tout ce qui est plan de relance, tout ce qui est les priorités autour d'une centaine de milliards,
dont 35 milliards, on va dire, sur tout ce qui a un impact sur l'environnement. Moi, j'entends des gens dire que ce n'est pas assez, c'est juste inédit dans notre pays, donc il faut s'en féliciter. Peut-être que ce ne sera pas assez, mais ce qu'il faut, c'est que cet argent, moi je suis pour qu'on subventionne l'activité plutôt que l'inactivité. Je suis pour que l'on subventionne de la transformation plutôt que l'on nationalise et qu'on subventionne des pertes. Et donc, effectivement, l'enjeu de tout ce que vous citez, c'est la transformation des modèles économiques. Moi, je le dis dans le livre, les crises naissent quand les entreprises ne se transforment pas. Alors, je ne parle pas de la crise du Covid, qui n'a rien à voir avec ça, mais beaucoup d'entreprises, quand vous avez des chaînes de retail qui déposent leur bilan dans les 3 mois, finalement, du Covid, c'est bien qu'il y avait un problème avant, que ce n'est pas juste le fait qu'ils ont été fermés, parce qu'il y a eu des mesures de substitution. Mais à un moment, ils n'ont pas su retrouver des bons modèles. Ce sont des modèles qui n'avaient vécu que de la croissance, mais une fausse croissance. La croissance, c'était la croissance du nombre de magasins qui tirait le chiffre d'affaires vers le haut, mais pas tant la rentabilité. Donc tout ça, c'est fini. En fait, une crise, c'est une transformation qu'on n'a pas voulu voir. Aujourd'hui, l'enjeu pour les entreprises, c'est de transformer leur modèle, c'est d'apprendre à se comparer et c'est surtout de réfléchir autrement qu'en termes de compétitivité et de rentabilité. La transformation, c'est un millefeuille de 4 notions interdépendantes. Ce sont des actions de performance, je dois faire mieux, je dois faire plus vite, je dois faire moins cher. Ce sont des actions d'allocation des ressources. Où est-ce que va la valeur dans mon modèle économique et donc où est-ce que je vais investir? On parlait de Solocal. La valeur de l'EBITDA de Solocal il y a 10 ans, c'était les 70% de marge brute sur les annuaires papier, les fameuses pages jaunes, au sens propre du terme. Où allait la valeur? Vers le digital. Et cette entreprise a réussi avec difficulté, mais elle a réussi à opérer un virage alors à 360 degrés, puisque aujourd'hui, c'est une entreprise qui est 100% digital. Les derniers annuaires ont été imprimés cette année et c'est terminé. Et donc, l'allocation des ressources, c'est ça. C'est à la fois du M&A, être capable d'arbitrer, c'est l'analyse de la chaîne de valeur. Où est-ce que je gagne? Est-ce que je gagne dans la conception, dans la production, dans la commercialisation en retail, dans mon propre réseau ou en wholesale? C'est toute cette interrogation sur la chaîne de valeur et ma supply chain. Finalement, est-ce que je n'ai pas externalisé ce qui était propre à mon propre savoir-faire? C'est cette notion-là. Et puis, il y a une troisième notion qui est très importante, qui est plus anglo-saxonne que latine, je vais dire, c'est le design thinking. Alors, plutôt que de donner une définition savante de ça, moi j'ai envie de dire les entreprises doivent apprendre à se poser les bonnes questions plutôt que de vouloir apporter tout de suite les, entre parenthèses, mauvaises réponses. Donc, c'est toute la notion du go-to-market et comment à un moment, l'innovation, le digital, l'expérience utilisateur, la fameuse UX, comment à un moment, les Américains nous ont appris que même pour prendre un vélo, ça pouvait être le moyen de prendre un vélo et pas une borne. Voilà. C'est-à-dire que cette notion où à un moment je m'adapte à mes clients, je m'adapte aux besoins de mes clients, je leur simplifie leur expérience, c'est une notion qui est très créatrice de valeur. On utilise Zoom aujourd'hui parce qu'en 2 clics, on s'abonne sur Zoom, en 2 clics, on enregistre et qu'on a une bande passante très faible avec de la HD. Voilà, c'est là où ils ont gagné leur go-to-market par rapport à des WebEx de Cisco, par rapport à des Google, par rapport à des WhatsApp ou autres. Et la dernière couche, elle est très importante. On ne peut pas être ignorant et sourd par rapport aux grands enjeux contemporains qui doivent aujourd'hui être des véritables boussoles et fixer le cap des entrepreneurs. Le climat, la biodiversité, le partage de la valeur, tout ce qui fait en fait à la fois la richesse des entreprises, ce que l'on improprement que l'on met sous le nom de RSE, mais j'aime bien cette notion de grands enjeux. Pourquoi? 75% de la population active en 2030, ce seront les millennials et la génération Z, donc les générations Y et Z. La génération Z, vous ne leur mettez pas une bouteille en plastique sur votre bureau.
ils ont des gourdes, vous ne les faites pas surutiliser le plastique. Ils sont très soucieux, bien évidemment, de ce qui se passe. Et ça, si les entreprises ne prennent pas conscience de ça aujourd'hui, elles vont être en complet désaccord par rapport aux besoins du marché. Et cette réflexion-là, les chefs d'entreprise ont besoin de l'avoir. Arnaud, vous avez donc créé cet institut, l'IHEGC, avec dans l'idée d'accompagner les chefs d'entreprise à faire plutôt de l'anticipation à la gestion de crise. Et nous avons réfléchi ensemble d'ailleurs au tout début. On n'a pas attendu la crise du Covid pour que vous créiez effectivement cet institut. Et quelque part, ça n'est pas l'OMS, l'IHEGC. L'IHEGC a vocation à accompagner des entrepreneurs quelque part une fois que la crise du Covid sera derrière nous. C'est-à-dire que tous les mécanismes qui ont pu avoir été développés au soutien de cette crise assez extraordinaire, que sont le PGE ou encore l'activité partielle, ne vont pas être éternels et nous allons être obligés de revenir quelque part à une certaine forme de normalité. Et donc, qui dit une certaine forme de normalité dit qu'il est impératif pour les entreprises de tirer quelque part les conséquences de cette crise et d'accepter l'idée que d'autres crises, ils en auront. Et ce qui est assez frappant, c'est de voir que autant les entreprises anticipent des crises, par exemple, sur leurs produits, des crises de marketing, des crises de qualité, dans une certaine mesure, des crises sociales, des problèmes d'accidents industriels, d'accidents du travail. Mais en revanche, le chef d'entreprise ou les équipes de direction, j'aurais tendance à dire, se refusent à accepter l'idée que leur entreprise ne peut pas s'inscrire dans une logique de croissance éternelle et doit donc accepter l'idée des phénomènes de cycle, doit donc accepter l'idée d'avoir à connaître non pas une crise en tant que telle, mais une transformation, comme vous l'avez indiqué très, très justement, et pour autant, elle ne se donne pas les moyens de cette anticipation. Quel est un peu votre regard? Bon, j'imagine que c'est dans le programme de l'IHEGC que de répondre à ces questions-là. Donc, moi, j'aimerais vous entendre là-dessus et de dire, finalement, comment est-ce que, quelle proposition vous avez vis-à-vis de ces chefs d'entreprise qui sont des gens très débordés, très occupés et surtout extraordinairement optimistes, mais avec un optimisme qui peut parfois les aveugler un peu. Comment est-ce que vous allez pouvoir demain les accompagner dans cette réflexion?